Quand un père célibataire, fauché et au cœur brisé tombe sur une petite fille perdue sous une pluie battante, il pense simplement faire ce qu'il faut en l'emmenant dans un refuge. Mais lorsque la police arrive avec des hélicoptères et des agents en costume, il découvre que la fillette qu'il a sauvée n'est pas seulement disparue, mais qu'elle est la fille kidnappée d'un milliardaire. Et maintenant, le monde entier le regarde, se demandant s'il est un héros ou quelque chose de bien pire. Jake se tenait devant le réfrigérateur ouvert, fixant les 3 choses qui restaient à l'intérieur. Une demi-bouteille de ketchup, une pomme abîmée et une tranche de pain blanc rassis. La lumière froide projetait des ombres sur le mur de la cuisine, capturant le bord de l'avis d'expulsion, fixé avec un aimant. Elle était là depuis 4 jours maintenant, le narguant. Son estomac gargouillait, mais il l'ignora une fois de plus. Lily dormait sur le canapé, enveloppée dans une couverture en polaire avec des canards dessinés dessus, l'une des rares choses que sa mère avait laissées derrière elle lorsqu'elle avait disparu 2 ans auparavant. Il ferma le réfrigérateur et posa les 2 mains sur le comptoir, respirant dans un silence qui n'avait rien de paisible, mais qui donnait plutôt l'impression d'attendre qu'une bombe explose. Son téléphone vibra. Une autre candidature refusée, la 9e cette semaine. Il avait un travail de nuit qui l'attendait au quai de chargement. Juste une nuit, un salaire au noir, sans avantages sociaux, sans promesses, mais cela lui permettrait de payer l'électricité pour 1 semaine supplémentaire, peut-être. Dans l'autre pièce, Lily toussa dans son sommeil. Jake se redressa. Elle luttait contre un rhume depuis plusieurs jours, et il n'avait pas pu se permettre d'acheter le sirop rose pour enfants à la pharmacie. La honte lui brûlait la poitrine alors qu'il s'approchait et s'agenouillait à côté d'elle. Son front était humide. Elle remua et cligna des yeux en le regardant. « Papa, oui, ma chérie », murmura-t-il en écartant les cheveux de son visage. « On va dîner ce soir ?» Il marqua une pause d'1 seconde, mais cette seconde lui sembla interminable. « Demain, papa doit aller travailler, tu te souviens ? Mais demain, on mangera des crêpes. » Elle acquiesça, les yeux déjà en train de se refermer. Jake resta assis à côté d'elle un moment, la regardant respirer. Puis il se leva, attrapa son manteau et ouvrit doucement la porte d'entrée. Dehors, le ciel était déjà noir et le vent s'engouffrait dans les trous de ses chaussures. Il enfonça ses mains dans ses poches et se mit à marcher. Il n'avait pas d'argent pour prendre le bus, mais les docks n'étaient qu'à 6 miles. Il avait déjà fait pire pour moins que ça. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que ce soir-là, tout allait changer. Les coups frappés à la porte résonnèrent comme des coups de marteau. 3 coups secs contre la porte. Jake se réveilla en sursaut, le cœur battant, ne sachant pas si ce bruit faisait partie de son rêve ou s'il était réel. Puis, il retentit à nouveau, plus fort cette fois. Lily remua sur le canapé, son petit corps se recroquevillant sous la couverture. Jake se releva du sol où il s'était assoupi à côté d'elle, les os endoloris par la surface dure. Son regard se posa sur l'horloge du micro-ondes. 6h17. Trop tôt pour des visiteurs, trop déterminé pour des voisins. Il entr'ouvrit la porte. Un homme vêtu d'un coupe-vent se tenait sur le palier, tenant un bloc-notes et une épaisse enveloppe. Il ne leva pas les yeux, ne sourit pas, se contentant de tendre l'enveloppe à Jake, avec une sorte d'indifférence acquise, à force de délivrer quotidiennement de mauvaises nouvelles. Dernier avertissement. Vous avez 5 jours, puis vous serez expulsé. Jake ouvrit la bouche pour discuter, pour supplier peut-être, mais l'homme s'était déjà retourné et descendait les escaliers, ses pas s'éloignant dans le vent. Jake fixait l'enveloppe comme si elle était radioactive. Il ferma la porte, la verrouilla et s'adossa contre elle. Le papier tremblait entre ses mains. La douce respiration de Lily derrière lui semblait être la seule chose qui maintenait la pièce en équilibre. Il ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Dernier avis. Conformément à votre contrat de location, vous devez quitter les lieux avant. Le regard de Jake se brouilla. Il arrêta de lire. Il n'avait ni économie, ni plan de secours, ni famille à appeler. Son dernier salaire couvrait à peine les factures et la nourriture, le peu qu'il pouvait gérer. Le loyer était un luxe. Il avait jonglé avec les factures comme avec du feu, et maintenant tout brûlait. Un petit reniflement le fit se retourner. Lily s'était réveillée et l'observait depuis le canapé, les yeux écarquillés et effrayés. Elle n'avait que 6 ans, mais elle en savait déjà trop. Jake essaya de sourire, mais celui-ci se fendit au coin. « Tout va bien, ma chérie », mentit-il. Elle ne répondit pas, se contentant de regarder l'enveloppe dans sa main. Jake la plia et la glissa dans le tiroir sous l'évier avec les autres. Puis il ouvrit le robinet, faisant semblant d'être occupé, faisant semblant de contrôler la situation. Mais ses mains n'arrêtaient pas de trembler. La pluie tombait à verse, le genre de pluie qui trempe les vêtements en quelques secondes et transforme chaque respiration en un nuage de vapeur.
Jake marchait la tête baissée, sa capuche relevée, ses bottes éclaboussant les flaques d'eau alors qu'il se dirigeait vers les quais. Son manteau était trop fin et les trous dans ses chaussures étaient désormais de petites baignoires qui clapotaient à chaque pas. Mais tout cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était d'arriver à l'heure à son travail. 8 heures à soulever des caisses pour gagner juste assez d'argent pour que Lily n'ait pas à dormir dans la voiture. Il passa sous un réverbère vacillant dont le bourdonnement était assourdissant sous la pluie battante. L'air sentait le diesel et le béton mouillé. Il venait de tourner au coin d'une station-service abandonnée lorsqu'il l'aperçut. Une petite fille. Elle était assise sur le trottoir, les genoux repliés contre sa poitrine, les cheveux collés à ses joues, pleurant silencieusement sous la tempête. Pas de manteau, pas de chaussures, juste une robe trempée qui lui collait à la peau comme du papier. Jake s'arrêta net. Pendant un instant, il pensa qu'il s'agissait peut-être d'une hallucination. Son esprit finissait par craquer sous la pression, mais le bruit de ses sanglots tremblants perçait le bruit de la pluie. Il regarda autour de lui. Personne. Pas de voiture, pas de mère se précipitant hors d'une maison voisine, pas d'affiche de chien perdu sur les poteaux, juste cette fille, seule. Jake déglutit péniblement. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il n'avait pas le temps. Et les étrangers étaient un synonyme d'ennui. Elle pouvait être un appât ou un piège. La ville était cruelle à ce point. Mais elle leva les yeux vers lui et son regard, large et terrifié, fit ressortir quelque chose de brut en lui, quelque chose qu'il croyait devenu insensible. « Ça va ?» lui demanda-t-il en s'approchant lentement, prudemment. Elle ne répondit pas, se contentant de serrer ses genoux plus fort contre elle. Ses lèvres étaient bleues. « Où est ta maman, ma chérie ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, seulement un souffle étranglé. Jake s'agenouilla à côté d'elle, ignorant l'eau froide qui trempait son jean. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit-il doucement. « Mais tu ne peux pas rester ici, tu vas tomber malade. Allez, viens, on va te trouver un endroit chaud. » Elle ne bougea pas, mais elle ne se recula pas non plus. Cela lui suffit. Il ôta son sweat à capuche et l'enroula autour de ses petites épaules, puis la souleva dans ses bras. Elle ne pesait presque rien. Alors qu'il la portait sous la pluie, son esprit tournait en rond. Qui était-elle? D'où venait-elle? Pourquoi personne n'était venu la chercher? Il n'en savait rien, mais une chose était déjà certaine. Sa nuit venait de changer pour toujours. Jake se tenait devant les portes vitrées du refuge, la pluie ruisselant de ses cheveux, sa veste collée à son dos comme une seconde peau. La fillette, qui n'était guère plus qu'un tas de membres trempés, était toujours dans ses bras, tremblant contre sa poitrine. Elle n'avait pas dit un mot pendant tout le trajet. Pas un mot, pas un nom, pas même un son, hormis ses premiers sanglots étouffés. Le refuge semblait fermé. Il n'y avait aucune voiture sur le parking. Les lumières étaient tamisées. Il hésita. Le panneau au-dessus de la porte indiquait « Haven House, hébergement d'urgence pour femmes et enfants ». Il ne savait pas s'il le laisserait entrer. Il ne correspondait pas vraiment au profil type. Mais où pouvait-il aller avec une enfant perdue et sans savoir quoi faire? Il appuya sur la sonnette. Des parasites crépitèrent dans l'interphone. Puis une voix de femme fatiguée répondit « Nous ne prenons plus personne ce soir. Essayez. Elle est seule », dit Jake rapidement, assez fort pour couvrir le bruit de la pluie. « Une petite fille. Je l'ai trouvée en pleurs dans la rue. Elle n'a pas de manteau. Elle n'a pas dit un mot. Elle est gelée. » Il y eut un silence, puis un clic. La porte s'ouvrit dans un bourdonnement. À l'intérieur, la chaleur le frappa comme un mur. Ses bottes grinçaient sur le sol en linoléum. Une femme en blouse et aux yeux fatigués apparut au coin du couloir, tenant une serviette et un bloc-notes. Elle se figea en les voyant. Son expression passa de la suspicion à l'inquiétude. « Où l'avez-vous trouvée ?» demanda-t-elle. « À 2 pâtés de maison d'ici », répondit Jake avec précaution en posant la fillette sur un banc. Elle était assise là, toute seule. La femme, dont le badge indiquait qu'elle s'appelait Carla, s'agenouilla à côté de la fillette et enroula la serviette autour de ses épaules. « Ma chérie, peux-tu me dire ton nom ?» La fillette la regarda, les lèvres entr'ouvertes, mais ne dit rien. « Elle n'a pas parlé », ajouta Jake. « Je ne sais pas si elle en est capable. » Carla acquiesça et se leva. « Je vais appeler les services sociaux. Elle a peut-être fugué, ou pire. » Jake se raidit. « Pire. » Carla lui lança un regard. « Nous avons parfois des enfants victimes de trafic ici. Certains d'entre eux ne parlent pas pendant des jours. » Jake eut un haut le cœur. Il regarda à nouveau la fillette. Elle fixait le sol, ses petits doigts agrippant les bords de la serviette. Carla tendit la main vers le téléphone. « Restez ici. La police aura besoin d'une déposition. » Jake jeta un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur. Son service commençait. Les factures, le loyer,
la nourriture. Tout cela se brouillait dans son esprit, mais il ne bougeait pas. Quelque chose au fond de lui disait que ce qui se passait maintenant était plus important que de manquer le travail. C'était plus important que le loyer. La fille était assise sur le bord d'une chaise en plastique. La serviette de Carla l'enveloppait toujours comme une armure. Ses pieds pendaient au-dessus du sol carrelé, les orteils recroquevillés et pâles, marqués de petites coupures comme si elle avait couru pieds nus pendant des kilomètres. Ses cheveux humides tombaient en mèches sur son visage et ses bras étaient fermement serrés autour de son ventre. Jake s'assit en face d'elle, les mains posées sur les genoux, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Il avait tout essayé. Des blagues, des questions douces, il lui avait même proposé les crackers au beurre de cacahuète qu'il avait dans la poche de son manteau. Les préférés de Lily. Rien. Elle ne le regardait pas. Elle ne regardait personne. Carla revint avec un autre membre du personnel, un jeune homme nommé Reed. Il chuchotait près du couloir, mais pas assez bas. Jake en entendit assez pour comprendre ce qu'il pensait. Enlèvement, traumatisme, peut-être maltraitance, puis police. « Tu es sûr qu'elle n'a rien dit ?» demanda Carla en revenant vers Jake. « Pas un mot, » répondit-il. Elle ne fait même pas un signe de tête. « Oui ou non ? Pas de papier d'identité, pas d'étiquette dans ses vêtements, rien !» marmonna Carla. Elle pourrait être en fugue ou pire, quelqu'un l'aurait abandonnée. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Jake ne savait pas quoi répondre. L'idée que quelqu'un puisse simplement abandonner un enfant, le jeter comme un déchet, lui serrait les mâchoires. Reed revint avec un téléphone à la main. Ils envoient quelqu'un du service des personnes disparues. Il y a eu des rumeurs concernant une alerte Amber, mais rien d'officiel pour l'instant. Jake s'assit, le cœur serré. « Tu penses qu'elle fait partie de cela ?» Carla regarda la fillette et soupira. Elle appartient certainement à quelqu'un, et quelqu'un est en train de perdre la tête en ce moment même. La fillette sursauta en entendant le mot « damné ». Jake remarqua le mouvement de ses yeux. Il se pencha en avant. « Hé !» dit-il d'une voix basse et calme. « Tu n'es pas obligé de parler. Pas encore. Mais tu es en sécurité maintenant, d'accord ? Tu es à l'intérieur. Personne ne te fera de mal ici. Et La jeune fille leva les yeux pendant une seconde, croisa son regard, puis baissa à nouveau les yeux. C'était comme regarder une porte verrouillée. Mais derrière, il y avait quelque chose. De la peur, peut-être plus. Une sirène retentit au loin. Elle se rapprochait. Jake regarda Carla. Que se passera-t-il quand les flics arriveront ? Carla hésita. Ça dépend de quoi ? De qui elle est ? Jake se tenait près du distributeur automatique dans la salle de pause du refuge, fixant les rangées de chips Racises et de barres chocolatées de marque inconnue, comme si elle détenait la réponse à ses problèmes. Ses vêtements étaient encore humides et ses chaussettes glissaient dans ses bottes chaque fois qu'il changeait de position. Le faible bourdonnement des néons résonnait dans ses oreilles. Il venait de s'asseoir sur une des chaises en plastique, la tête entre les mains, lorsqu'une femme se racla la gorge derrière lui. Il se retourna. Une grande femme vêtue d'un cardigan marron et portant des lunettes à monture métallique se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur la poitrine. Elle semblait ne pas avoir dormi depuis des jours, mais son expression était vive, pas méchante, mais alerte. Elle entra et referma la porte derrière elle. « C'est vous qui avez amené la petite fille ?» Jake acquiesça. « Oui, je l'ai trouvée près de la station-service sur la 8e. Je m'appelle Teresa. Je dirige cet endroit. » Il se leva par habitude, toujours mal à l'aise dans ce genre d'endroit. « Jake Mercer. » Teresa le regarda de haut en bas, sans le juger, mais comme si elle faisait un calcul mental. « Vous avez bien agi, dit-elle. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. » Jake fronça les sourcils. « D'accord, ce n'est pas fini. Quand vous impliquez la police, surtout avec une enfant qui ne parle pas et qui n'a pas de papier d'identité, vous vous engagez dans quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Vous faites désormais partie de l'histoire, que vous le vouliez ou non. Je l'ai juste trouvée, dit Jake. C'est tout. » Teresa secoua la tête. « Peu importe. Si elle est liée à quelque chose d'important et que c'est toi qui l'as amenée, ils s'intéresseront à toi. Ils fouilleront dans ta vie, ton passé, tout. Tu as un enfant, n'est-ce pas ?» Sa poitrine se serra. « Oui, Lily. Alors fais attention, Jake. Ces choses-là peuvent vite devenir compliquées. Les gens pensent que faire ce qu'il faut mène toujours au bon résultat, mais parfois, faire ce qu'il faut bouleverse toute ta vie. » Il ne dit rien, car il savait qu'elle avait raison. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Nous aiderons la fille, mais toi, fais profil bas. Tu ne veux pas être mêlé à ça si ça explose. » Puis elle sortit, laissant Jake seul avec les lumières bourdonnantes et le sentiment tranquille que sa nuit venait de franchir une ligne qu'il ne pouvait plus franchir. Le bruit des pneus qui crissent et des portes qui claquent brisa le silence
comme une brique qui traverse une vitre. Jake leva les yeux depuis le couloir juste à temps pour voir des lumières bleues et rouges exploser à travers les fenêtres avant du refuge, baignant les murs d'une pulsation vertigineuse. Carla se précipita devant lui, les yeux écarquillés, murmurant « Ils sont déjà là !» Jake recula lorsque 2 agents en uniforme firent irruption par la porte d'entrée, suivis de 3 autres en civil. Puis vinrent les hommes en costume, des agents du FBI, sans aucun doute. Le genre d'homme qui semblait ne pas avoir souri depuis 2003. L'un d'eux, un homme grand, aux tempes grisonnantes et portant un badge accroché à sa ceinture, prit les choses en main, comme si l'air de la pièce lui appartenait. « Où est-elle » demanda-t-il sèchement. Carla désigna la salle commune sans dire un mot. Les agents se déplacèrent rapidement, sans panique, mais avec une détermination qui donna la chair de poule à Jake. Il les regarda se précipiter et encercler la petite fille, qui était assise, figée, sur le canapé où on lui avait donné des vêtements secs et une tasse de chocolat chaud qu'elle n'avait pas touché. Elle ne pleurait pas. Elle ne bougeait pas. Jake s'avança, ses instincts en ébullition. « Hé, doucement. D'accord. Elle est morte de peur. » L'agent en chef se tourna vers lui. « Vous êtes Jake Mercer ?» Sa voix était tranchante, sèche. Jake acquiesça lentement. « C'est vous qui l'avez amenée ?»« Oui, je l'ai trouvée dehors. Elle était seule. » Et un autre agent était déjà en train de griffonner sur un bloc-notes. Un troisième prenait des photos de la pièce. La radio du chef des agents se mit à grésiller. Jake distingua un mot à travers les parasites. « Correspondance ». Puis une autre voix, plus claire, plus pressante. C'est elle. Le cœur de Jake fit un bond. L'agent le regarda à nouveau, cette fois avec un regard différent, calculateur. « Monsieur Mercer », dit-il soudainement d'un ton formel. « Vous devez venir avec nous. » Jake se raidit. « Quoi ? Pourquoi ? Je vous ai dit que je l'avais trouvée. C'est tout. » L'agent ne cligna pas des yeux. « Vous avez trouvé la fille disparue de Charles Astor. Cela fait de vous une partie prenante dans une enquête en cours. Vous aurez besoin d'un avocat. » Jake sentit le sol se dérober sous ses pieds. La pièce se mit à tourner. Carla avait l'air stupéfaite. Reed s'était retiré dans le couloir comme s'il ne voulait rien avoir à faire avec tout cela. La fille ne parlait toujours pas. Elle se contentait de fixer Jake du regard. Et pour la première fois, quelque chose dans ses yeux ressemblait à de la reconnaissance. Jake était assis dans la pièce froide et sans fenêtre, éclairé par des néons qui bourdonnaient juste assez pour lui donner mal à la tête. En face de lui, un agent, plus jeune, rasé de près, vêtu d'un costume qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre, feuilletait un épais dossier. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à Jake comme s'il attendait des aveux qui n'avaient même pas encore été demandés. Jake tapait du genou sous la table. Il détestait ce genre de silence, celui qui donnait l'impression d'un piège. La porte s'ouvrit en grinçant. Le premier agent, celui aux cheveux grisonnants, entra, tenant une tablette dans une main et un parapluie encore humide dans l'autre. La pluie dégoulinait sur le linoléum tandis qu'il refermait la porte derrière lui. Jake se redressa. « Suis-je en état d'arrestation ?» L'agent ne répondit pas tout de suite. Il tapota la tablette, la retourna et la fit glisser sur la table. Sur l'écran, une fille aux cheveux auburn, aux yeux un peu trop grands pour son visage, souriant sous un halo de soleil chaud. Son nom était imprimé en caractères gras sous la photo. Emily Grace Astor, 6 ans, disparue depuis 17 jours. Jake regarda la photo, puis l'agent. « Non, dit-il doucement, ça ne peut pas être elle. »« Si, répondit l'agent. La reconnaissance faciale l'a confirmé. Correspondance parfaite. L'ADN prendra plus de temps, mais nous n'en aurons pas besoin. » Jake se renversa dans sa chaise comme s'il avait reçu un coup dans la poitrine. La fille de la rue, celle qui n'avait pas dit un mot, celle qui s'accrochait à sa couverture comme si c'était la dernière chose sûre au monde. « Elle n'a rien dit, » murmura Jake. « Elle ne m'a pas dit qui elle était. Elle n'aurait pas pu, » répondit le jeune agent. « Ce n'était pas une simple disparition, c'était un enlèvement. Quelqu'un l'avait emmenée, quelqu'un l'avait retenue, et quelqu'un l'avait laissée dans cette rue. » Jake sentit son estomac se nouer. L'agent plus âgé se pencha vers lui. « Et jusqu'à ce que nous découvrions qui est cette personne, nous continuerons à vous demander pourquoi c'est vous qui l'avez trouvée. » Jake baissa à nouveau les yeux vers l'écran, vers ce sourire innocent. Il était déjà impliqué, bien plus profondément qu'il ne pouvait se le permettre. La rue devant l'appartement de Jake était méconnaissable. Un ruban jaune bloquait l'escalier, des lumières rouges et bleues clignotantes baignaient les murs de briques dans le chaos. Et des camions de télévision étaient alignés le long du trottoir comme des vautours tournant autour d'une proie fraîche. Une foule s'était rassemblée, composée de voisins, de badauds, de personnes brandissant leurs téléphones comme des torches.
dans l'espoir d'apercevoir l'homme au centre de la tempête. Jake se tenait sur le trottoir, entouré de policiers et d'agents, son nom déjà crié derrière les objectifs des caméras. Son sweat à capuche était trempé, son visage pâle. Lily n'était pas avec lui. Heureusement, le refuge avait proposé de la garder pour la nuit. Mais maintenant, il était seul, et tous les regards du quartier étaient braqués sur lui. Le voilà, Jake Mercer. Êtes-vous un héros ou cachez-vous quelque chose? Que faisait la fille d'un milliardaire avec un docker fauché? Il avait envie de crier, de hurler qu'il ne savait pas, qu'il n'avait rien demandé de tout cela. Mais même cela lui semblait être un piège à présent. Chaque mot pouvait être déformé, chaque souffle enregistré. Alors il continua à marcher, la mâchoire serrée, les poings crispés. Un journaliste lui tendit un micro. « Saviez-vous qui elle était lorsque vous l'avez trouvée ?» Jake ne répondit pas. Un flash crépita à quelques centimètres de ses yeux. Un autre journaliste, celui-ci aux cheveux lissés et à l'expression étudiée, éleva la voix pour les caméras. Jake Mercer, 32 ans, père célibataire, sans emploi, actuellement en retard dans le paiement de son loyer. Ce soir, il est soit salué comme un bon samaritain, soit considéré comme un homme qui en sait peut-être plus qu'il ne le dit. Jake se figea. Cette dernière partie n'était pas seulement un commentaire. C'était un appât. Le genre qui pouvait le ruiner, qui pouvait lui coûter Lily. Il regarda les policiers, les agents qui se tenaient derrière eux comme des statues de pierre. Aucun d'entre eux n'arrêta le cirque. Aucun d'entre eux ne corrigea les gros titres. Son propriétaire se tenait près de la porte, les bras croisés, un sourire à peine dissimulé. Jake n'avait pas besoin de deviner la suite. L'avis d'expulsion n'avait pas encore expiré, mais ce n'était plus nécessaire. Une telle publicité. C'était un cadeau pour un homme qui cherchait une excuse pour se débarrasser d'un locataire fauché. Jake franchit la porte, le cœur battant, les flashs des appareils photo crépitant derrière lui comme des éclairs. Et tout ce qu'il pouvait penser, c'était « À quelle vitesse tout peut s'effondrer ?» Jake était assis dans le bureau du directeur, les mains serrées si fort sur ses genoux que ses jointures étaient devenues blanches. En face de lui, Madame Feldman, la directrice adjointe, avait les mains soigneusement posées sur le bureau. Son ton était doux, mais exercé, comme si elle avait déjà eu cette conversation une douzaine de fois avant le petit déjeuner. « Jake, je sais que c'est beaucoup, mais nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Au début, il ne répondit pas. Il se contenta de regarder par la fenêtre, où les nuages bas et lourds pesaient sur la ville comme une menace. Sa jambe bougeait nerveusement. Il avait la gorge serrée. Madame Feldman s'éclaircit la voix et réessaya. Lily a été acculée dans la cafétéria ce matin. 3 garçons, des élèves de CM2. Ils ont commencé à lui demander si son père avait volé une fille riche, l'appelant la fille du kidnappeur. L'un d'eux l'a poussée. Jake a cligné des yeux lentement, puis a finalement croisé son regard. Quelqu'un est-il intervenu? Le personnel de la cantine est intervenu. Mais le mal était fait. Il s'est levé trop vite. La chaise a raclé bruyamment le sol. Je la retire de là. Elle n'y retournera pas. Madame Feldman a levé la main. « Jake, assieds-toi, s'il te plaît. Il y a autre chose. » Il s'est assis, mais à peine. Tous les muscles de son corps étaient tendus comme des cordes. Elle fit glisser un papier sur le bureau. « Nous avons reçu une demande officielle des services de protection de l'enfance. Compte tenu de l'attention médiatique, des rumeurs et de votre situation actuelle en matière de logement, ils réexaminent votre accord de garde. » Pendant une seconde, la pièce se mit à tourner. « Leur quoi? Ils n'ont encore pris aucune décision, » dit-elle rapidement. « Mais quelqu'un a déposé un rapport anonyme. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. » Jake s'éloigna du bureau et se leva, le torse haletant. « J'ai trouvé un enfant perdu. J'ai fait ce qu'il fallait. Et maintenant, ma fille est malmenée à l'école, et on me regarde comme si j'étais une menace pour elle. Je sais que c'est injuste, dit-elle doucement. Mais c'est comme ça que ça se passe. Plus quelque chose attire l'attention, plus les gens se posent de questions. » Jake se retourna sans un mot, sortit précipitamment du bureau et s'engouffra dans le couloir. Chaque pas résonnait de rage et de peur. Il n'avait rien fait de mal, mais cela n'avait aucune importance, car désormais, le système avait les yeux rivés sur lui et surveillait tout. Jake venait à peine de fermer le portail du parking du refuge lorsqu'un SUV noir s'arrêta dans un crissement de pneus devant lui. La portière s'ouvrit avant même que le moteur ne s'éteigne. Un homme en sortit, grand, élégant, les épaules carrées, comme s'il était sculpté dans le verre et l'argent. Charles Astor. Jake le reconnut immédiatement. Il avait vu ce visage sur tous les écrans de télévision et toutes les tablettes depuis des jours. Fondateur d'Aztec, fortune estimée à plusieurs milliards, père en deuil d'un enfant disparu. Et maintenant, apparemment, il venait le chercher. « Vous êtes Jake Mercer.
La voix d'A était aiguë, sans filtre. Jake se raidit. Oui, pour qui? Aster s'approcha, chaque centimètre de son corps rayonnant de puissance. Sa rage était à peine dissimulée. Il avait les mâchoires serrées et les yeux injectés de sang. Pas à cause du manque de sommeil, devina Jake, mais à cause de la fureur. « Vous avez trouvé ma fille », dit Aster. « C'est ce que vous dites. » Jake cligna des yeux. « Je l'ai trouvée. Elle était seule. Je l'ai amenée ici. » Aster ricana. « Seule sous la pluie dans ton quartier, et tu es tombé sur elle par hasard. » Il fit un pas en avant. « Tu crois que je vais te croire? Tu crois qu'un homme sensé te croirait ?» Jake tint bon. « Je n'ai pas enlevé ta fille. Je ne savais pas qui elle était. Mais tu l'as gardée. Tu n'as pas appelé la police. Tu l'as amenée dans un refuge comme si tu étais un héros. Et maintenant, tout le monde pense que tu l'as sauvée. Tu sais ce que ça fait de toi? Quelqu'un de commode. » Jake serra les poings. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Elle avait peur. Elle ne parlait pas. Je l'ai amenée dans un endroit sûr. » Aster plissa les yeux. « Ou peut-être que tu attendais quelque chose. Une rançon, peut-être? Une récompense? Ou quelqu'un t'a payé pour la faire taire? » Jake sentit son visage s'empourprer. « Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai vécu. Je n'ai pas demandé ça. Je me fiche de votre argent. » « Non, » dit Aster en reculant. « Vous vous souciez d'autre chose. Et quoi que ce soit, je le trouverai. Et quand je l'aurai trouvé, je m'assurerai que vous regrettiez d'avoir impliqué ma fille dans cette histoire. » Il se retourna, remonta dans le SUV et claqua la portière. Jake resta figé tandis que le moteur rugissait, l'écho de la confrontation résonnant plus fort que la pluie. Jake était assis seul dans la salle d'interrogatoire, les murs se refermant sur lui comme un étau. « Et vous, à sa place, trahiriez-vous un secret pour sauver un enfant? Dites-le en commentaire. Je lis tout. » La lumière au plafond clignotait, émettant ce même bourdonnement grave et exaspérant qu'il commençait à associer à tous les bâtiments gouvernementaux dans lesquels il s'était rendu récemment. Ses mains étaient jointes sur la table métallique, ses doigts à vif à force de se serrer trop fort. La porte s'ouvrit avec un clic sec et les deux agents entrèrent. L'agent Dorsey, le plus jeune, avec son air suffisant, et l'agent Rivas, le plus âgé, avec son regard d'acier qui semblait transpercer la peau. Aucun des deux ne souriait. Aucun des deux ne s'assit. Rivas jeta un dossier en papier craft sur la table avec un claquement sec qui fit sursauter Jake. Jake expira lentement. « Je vous ai déjà tout dit. Je ne savais pas qui elle était. J'ai juste vu une enfant effrayée sous la pluie. » Dorsey faisait les 100 pas derrière lui comme un requin qui sentait le sang. « Vous n'avez pas appelé la police. Vous l'avez accompagnée dans un refuge et vous avez laissé votre nom à l'accueil. Pourquoi ne pas avoir appelé le 911 sur place? J'ai pensé qu'elle avait peut-être fugué, dit Jake d'une voix tendue. Ou qu'elle avait été maltraitée. J'ai pensé que le refuge saurait quoi faire. Vous avez pensé, répéta Dorsey, parce que cela ne ressemble pas à quelqu'un qui réfléchit clairement. Cela ressemble à quelqu'un qui essaie de contrôler le récit. Jake frappa du poing sur la table avant de pouvoir se retenir. Je ne contrôle rien. J'ai fait ce que je pensais être juste. Il y eut un silence après cela, tendu, assez long pour que Jake regrette d'avoir élevé la voix. Rivas s'assit, ouvrit le dossier et en sortit une photo. On y voyait Jake marchant dans la rue cette nuit-là, la petite fille enveloppée dans son sweat à capuche, le visage détourné de l'appareil photo. « Vous étiez suivi, » dit Rivas. « Le saviez-vous » Jake eut un haut le cœur. « De quoi parlez-vous? Nous avons trouvé les images. Quelqu'un vous suivait tous les deux. Soit vous êtes victime d'un coup monté, soit vous êtes complice. Et nous allons découvrir laquelle de ces deux hypothèses est la bonne. » Jake déglutit péniblement. Il avait la bouche sèche. Et pour la première fois, il comprit. Il ne le croyait pas entièrement, peut-être pas du tout. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac discret de l'horloge murale. Jake était assis sur le bord du lit de camp dans le coin, les coudées sur les genoux, observant la petite fille en face de lui. Elle était recroquevillée dans le fauteuil trop grand, les genoux repliés contre sa poitrine, les yeux fixés sur une déchirure dans le tapis. Emily, c'était son nom. Il l'avait entendue 100 fois au cours des 3 derniers jours, de la bouche des agents, des journalistes, sur les affiches de recherche qu'ils n'arrêtaient pas de lui montrer, comme s'il avait oublié qui elle était. Mais elle n'avait pas dit un mot, ni à eux, ni à personne, jusqu'à présent. Jake se frotta la mâchoire. Il était si fatigué que cela lui faisait mal de cligner des yeux. « Tu veux de l'eau? Je crois qu'ils ont aussi du jus de fruits. » Emily ne répondit pas. Il soupira et se pencha en arrière, essayant de ne pas insister. Elle avait vécu plus qu'il ne pouvait imaginer, et chaque fois que quelqu'un essayait de lui poser des questions, elle se renfermait davantage sur elle-même. Il l'avait vue se recroqueviller comme si elle essayait de disparaître.
Mais quelque chose semblait différent ce soir-là. Peut-être était-ce le calme, peut-être était-ce la façon dont elle l'avait suivi du regard lorsqu'il était entré, ou peut-être était-ce simplement le moment. « J'ai une fille », dit-il à voix basse. « Elle s'appelle Lily. Elle a 6 ans. Elle aime les crêpes et déteste les films bruyants. Elle m'a demandé si le Père Noël pouvait venir même si nous n'avons pas de cheminée. Et si ça aussi si... Émilie cligna des yeux. Son regard se posa sur lui. Jake sourit légèrement. Je lui ai dit que le Père Noël savait utiliser les fenêtres. Elle a trouvé ça hilarant. Le silence revint, puis une voix si douce qu'il faillit ne pas l'entendre. Je n'aime pas le Père Noël. Jake se figea. Son cœur fit un bond. Non. Elle secoua lentement la tête. Il est venu à la maison à Noël dernier, mais il n'était pas vrai. Il portait un costume et sentait la fumée. Jake se redressa, tous ses nerfs en alerte. Émilie, qui était-il? Ses lèvres tremblaient. Il m'a dit de ne rien dire. Il m'a dit, si je le disais, mon papa ne me retrouverait jamais. Jake déglutit. Mais je suis là maintenant, et je te promets que personne ne te fera plus de mal. Elle leva les yeux vers lui. Vraiment? Son regard, et quelque chose en elle changea. Sa voix se brisa. J'avais tellement peur, murmura-t-elle. Jake acquiesça, la voix rauque. Je sais, petite, je sais. Dehors, le vent hurlait contre les fenêtres comme s'il essayait d'entrer. Jake s'assit à nouveau en face d'Émilie, cette fois plus près, accroupi, afin que ses yeux soient à la hauteur des siens. Elle était recroquevillée dans le même fauteuil, enveloppée dans sa couverture, mais son visage avait changé. Il n'était plus vide. Il y avait maintenant quelque chose derrière ses yeux, quelque chose de plus vif, de plus mature que ce qu'une enfant de 6 ans devrait avoir. Elle le regarda, hésitante, ses doigts tremblants contre la couverture. Jake, pendant un instant, il crut qu'elle allait se refermer comme elle le faisait chaque fois que quelqu'un essayait d'aller trop loin. Mais sa voix finit par sortir, à peine plus forte qu'un souffle. Ils étaient 2. Le premier m'a emmené depuis le jardin. Il portait des gants. Il n'a rien dit. Il m'a juste soulevée et mise dans une voiture. Jake sentit sa poitrine se serrer, mais il ne l'interrompit pas. J'ai beaucoup pleuré. Ils m'ont donné quelque chose à boire. Après ça, j'ai dormi. Beaucoup dormi. Sa voix s'affaiblit. Ils m'ont emmené dans une autre maison, quelque part où il faisait froid. Je ne pouvais pas voir à travers les fenêtres. Ils m'ont dit que je rentrerais bientôt chez moi, mais je savais qu'ils mentaient. Jake se pencha en avant. « Émilie, comment t'es-tu échappée ?» Elle le regarda et cette fois, sa voix tremblait. Ils m'ont laissé seul une nuit. Il a oublié de fermer la porte arrière. J'ai attendu jusqu'à ce que je n'entende plus rien. Je me suis enfui. Je ne savais pas où j'étais. J'ai couru jusqu'à ce que je voie des lumières et des maisons. Jake déglutit péniblement. « Tu as trouvé le chemin jusqu'à moi. » Elle acquiesça. Jake ne savait pas s'il devait pleurer ou crier. Ce n'était pas simplement le cas d'une fille disparue. Ce n'était pas une rançon qui avait mal tourné ou un coup de chance. Émilie n'avait pas été retrouvée. Elle s'était échappée toute seule, à 6 ans. Elle le regarda, sa voix n'était plus qu'un murmure. « Est-ce qu'ils vont revenir me chercher ?» Jake n'hésita pas. « Pas si je peux l'empêcher. » La salle de conférence sentait le café froid et le stress. Un écran plat était fixé au mur, figé sur une image granuleuse provenant d'une caméra de sécurité. Jake se tenait derrière l'agent Rivas, les bras croisés sur la poitrine, la mâchoire serrée si fort qu'il en avait mal. Dorsey se tenait près de l'ordinateur portable, les doigts tremblants, comme s'il ne savait pas s'il devait appuyer sur « play » ou non. « Vous avez dit que vous êtes passé devant l'ancienne station-service vers 20h42, dit Rivas sans regarder Jake. « C'est exact ?»« Oui, » marmonna Jake. « C'est là que je l'ai vu. » Rivas acquiesça, puis fit un signe discret à Dorsey. La vidéo commença à défiler. Si cette révélation vous glace le sang, appuyez sur « j'aime » pour me le faire savoir. L'horodatage dans le coin clignotait. 20h41 min 17S. La pluie striait l'écran, brouillant les formes. Mais la silhouette de Jake était suffisamment nette, marchant rapidement, les épaules voûtées, se dirigeant vers l'est. Puis vint la fille, petite, recroquevillée, assise près du bord du trottoir comme une poupée oubliée. La caméra a capturé le moment où il s'est arrêté, s'est retourné, a hésité, puis s'est dirigé vers elle. La pièce était plongée dans un silence de mort tandis que l'écran montrait Jake s'agenouillant, retirant son sweat à capuche, l'enroulant autour de la fille, la soulevant, la berçant comme si elle risquait de se briser. « C'est clair comme de l'eau de roche, » dit Dorsey. « Vous ne saviez pas qui elle était. Vous n'avez rien forcé. Vous avez aidé. » Jake expira, mais sans soulagement. « Alors c'est tout. Je ne suis pas suspect. » Rivas ne répondit pas tout de suite.
Il mit la vidéo en pause, puis appuya à nouveau sur la barre d'espace. Continuez à regarder. L'écran resta sur cette image pendant 1 minute supplémentaire. Puis, une silhouette apparut dans un coin. Juste une ombre floue sous l'auvent de la station-service. La silhouette ne bougeait pas, elle restait là à observer. La caméra n'était pas assez nette pour montrer un visage, mais la silhouette était indéniable. Grande, immobile, attendant. Dorsey s'approcha de l'écran. Ce type ne s'approche jamais, ne suit pas. Il se contente de les regarder partir. Jake fixa la silhouette. Les poils de sa nuque se hérissèrent. Il nous observait. Rivas acquiesça lentement et il savait exactement où se placer pour ne pas être vu. Qui qu'il soit, il n'était pas tombé là par hasard. Quelqu'un l'avait placé là. La voix de Jake était rauque. « Tu penses que c'est l'un de ceux qui l'ont enlevé ?»« Nous pensons, dit Rivas en le regardant dans les yeux, que quoi qu'il en soit, ce n'est pas fini. » Emily était assise en tailleur sur le lit du refuge, tordant l'ourlet de son t-shirt entre ses doigts, les yeux fixés sur le mur comme s'il recelait quelque chose qu'elle seule pouvait voir. Jake s'assit à côté d'elle, sans se rapprocher, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle décide de le rompre. Quand elle prit enfin la parole, sa voix était sèche mais claire. « Il y avait un homme dans la maison, mais ce n'était pas celui qui m'a enlevé. » Jake se tourna lentement vers elle, la poitrine serrée. Un autre homme. Elle acquiesça d'un simple signe de tête. Ses doigts continuaient à tordre le tissu. Jake retint son souffle. « Il t'a fait du mal ?» Emily secoua la tête. « Non, lui ?» Il se contentait de regarder, de regarder. Elle finit par se tourner vers lui, et l'expression de son petit visage à cet instant donna des nœuds à l'estomac de Jake. Il y avait quelque chose de trop immobile en elle, quelque chose de vide. Il venait quand j'étais censé dormir. Je le sentais debout là. Je ne bougeais pas, je ne respirais pas. Il restait juste debout dans l'embrasure de la porte. Parfois, il murmurait quelque chose que je n'entendais pas. Puis il partait. Jake serra les poings sur ses genoux. Tu as vu son visage. Une seule fois, quand la lumière a clignoté dans le couloir. Il portait une cravate comme celle qu'on porte pour aller à une fête. Jake lutta pour garder une voix calme. « Peux-tu le décrire ?» Elle hésita, puis acquiesça. Il avait une marque rouge sur le cou, comme une cicatrice, et ses cheveux étaient brillants, bien coiffés. Il sentait le citron et la fumée. L'esprit de Jake s'emballa. Citron et fumée, une cicatrice, une cravate. Ce n'était pas le profil d'un voyou ou d'un homme de main. C'était quelqu'un de propre, de prudent, de proche du pouvoir. « Emily, pensez-vous qu'il connaissait votre père ?» Son visage pâlit. Elle détourna le regard. Il m'a appelé par mon prénom complet, pas seulement Emily. Il a dit « Emily Grace lui a demandé « Allez dormir maintenant ». Jake s'est adossé lentement, le cœur battant dans ses oreilles. Ce nom prononcé comme une berceuse, comme une possession. Qui que fût cet homme, il n'avait pas seulement participé à cela, il la connaissait. Jake passait déjà une mauvaise matinée lorsqu'elle franchit la porte. Il était de nouveau au refuge, buvant du café brûlé dans un gobelet en polystyrène, essayant de faire profil bas, tandis que les agents et les assistants sociaux bourdonnaient comme des mouches autour de lui. Emily était dans une pièce séparée avec un spécialiste des traumatismes. Lily était à l'école où elle passerait, espérons-le, une journée plus calme que la précédente. Jake avait à peine dormi, cela se voyait. Le cliquetis de talons sur le linoléum le fit lever les yeux. Et elle était là, Tara, les mêmes pommettes saillantes, le même feu dans les yeux, la même tempête derrière son sourire. Seulement, elle était maintenant vêtue d'une tenue professionnelle décontractée et portait un badge de visiteur accroché à son manteau. Il indiquait « enquêteur CPS ». Jake se leva lentement, le sang se retirant de son visage. « Bonjour, Jake », dit-elle d'une voix douce. « Ça fait longtemps. »« Tara », dit-il, forçant le nom à sortir de sa bouche comme une pierre. « Quoi? Que fais-tu ici ?»« Je fais le suivi d'une enquête sur la garde », dit-elle en brandissant un dossier qui semblait étrangement mince pour tout le poids qu'il représentait. « Ton nom est arrivé sur mon bureau. Imagine ma surprise. » Il déglutit. « Tu es ici pour Lily ?» Elle sourit sans chaleur. « Je suis ici pour tout. Ta fille, la fille du milliardaire disparu, l'attention soudaine des médias et l'homme au passé instable qui se trouve justement être au centre de tout cela. Je n'ai rien fait de mal. Tu as abandonné notre fille, Jake, rétorqua-t-elle, laissant tomber son masque pendant une seconde. Tu es parti, tu as disparu. Et maintenant, je suis censé croire que tu es un noble sauveur. Ne t'attends pas à ce que tout le monde gobe cette histoire. Je n'ai pas disparu. Tu m'as poussé à partir, puis tu as dit au tribunal que j'étais dangereux. Tu m'as facilité la tâche. » Jake serra les mâchoires, mais ne dit rien.
Les agents observaient la scène. Riva se tenait de l'autre côté de la pièce, les yeux plissés. Tara se pencha juste assez près pour que sa voix soit cinglante. « Abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. La vérité qui arrive va retourner toute l'histoire. Tu as toujours voulu être un héros, Jake, mais certaines personnes ne peuvent pas porter de cap. Certaines personnes ne font que semer le chaos. » Puis elle se retourna et s'éloigna, ses talons résonnant comme des coups de feu. Et à chaque pas, Jake le ressentait. Les fissures se formaient sous ses pieds. Son passé n'était pas seulement revenu. Il l'entraînait vers le fond. Jake était appuyé contre le mur du couloir à l'extérieur du bureau du thérapeute lorsque la porte s'ouvrit en grinçant. Carla sortit la première, le visage impassible. Mais ses yeux s'attardèrent sur lui plus longtemps que d'habitude. Puis vint Emily, son petit corps enveloppé dans un sweat à capuche de taille trop grand. Son sweat à capuche. Elle avait l'air fatiguée, mais il y avait maintenant une assurance dans sa démarche, quelque chose de nouveau dans ses épaules, comme si elle avait pris une décision et qu'elle ne l'abandonnerait pas. Elle s'approcha de Jake, le regarda droit dans les yeux et dit « Je ne veux pas retourner là-bas ». Il s'accroupit. « Retourner où ?» Le cœur de Jake se serra. « Emily, je veux rester avec toi. » Cela le frappa comme un coup de poing dans la poitrine, à la fois admiration et panique. Derrière eux, Carla retint son souffle. Un agent qui traînait dans le couloir se redressa légèrement. Jake ne savait pas quoi dire. Il voulait dire oui. Mon Dieu, il le voulait. Mais ce n'était pas si simple. « Tu me connais à peine », parvint-il à dire. Emily ne broncha pas. « Tu m'as vu », Jake cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?»« Quand j'étais sur le trottoir, dit-elle, personne d'autre ne s'est arrêté, sauf toi. Tu m'as vu comme si j'étais réel, pas comme si j'étais perdu ou brisé. » Il déglutit péniblement, ravalant ses émotions comme des morceaux de verre brisé. Carla intervint finalement. « Jake, elle a dit à la thérapeute qu'elle se sentait en sécurité avec toi. C'est important, mais tu dois comprendre que son père n'est pas seulement un parent. C'est un milliardaire qui a des avocats et du pouvoir dans les médias de son côté. Si tu ne fais pas attention, cela ne se terminera pas par ton statut de tuteur. Cela se terminera par un procès, ou pire. » Jake se leva, tremblant. Emily le regardait toujours, la confiance se lisant sur chaque trait de son visage. Il regarda Carla. « Que se passera-t-il si j'accepte ? Tu te mettras en guerre contre les AERS, l'État, peut-être même le FBI. » Jake regarda à nouveau Emily, qui lui prit la main, ses petits doigts s'enroulant autour des siens. « Je m'en fiche, dit-il. Si elle veut rester, alors elle reste. » Carla poussa un soupir. « Alors que Dieu te vienne en aide, Jake, car la guerre vient de commencer. » L'homme semblait sculpté dans la pierre, avec ses larges épaules, sa coupe en brosse et son costume noir sur mesure qui cachait à peine ses muscles. La plaque sur sa poitrine indiquait « K. Maddox ». Mais tout le monde savait qui il était sans avoir besoin de le demander. Il était le chef de la sécurité privée d'Aster, un ancien militaire, un homme sans concession, le genre de type dont l'expression ne changeait jamais, même lorsqu'un bâtiment prenait feu. Jake s'assit en face de lui à la longue table de conférence, sentant chaque fissure dans sa propre voix, tandis que les médecins le regardaient, silencieux, impénétrables. L'agent d'Orsay se tenait près de la porte, les bras croisés, tapotant sa cuisse avec son stylo en rythme. C'était censé être une réunion informelle, juste une conversation, mais cela ressemblait davantage à une embuscade. « Alors, laissez-moi vous reposer la question, » dit Jake en se penchant en avant. « Vous étiez chef de la sécurité la nuit où Emily a disparu. Vous étiez de service. Comment une enfant de 6 ans a-t-elle pu disparaître sous votre nez ?» Maddox ne sia pas. « Je n'étais pas sur le domaine cette nuit-là. J'avais été réaffecté à la surveillance d'un site satellite, » rétorqua Jake avec mépris. « Réaffecté ? Comme c'est pratique. » Dorsey lança un regard à Jake, mais ne l'interrompit pas. Jake poursuivit. « Emily a dit que quelqu'un était entré dans sa chambre. Pas l'homme qui l'avait enlevé. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui se tenait dans l'embrasure de la porte et la regardait dormir. Elle a donné des détails. Une cicatrice au cou, une odeur de citron et de fumée, une cravate. Cela ressemble beaucoup plus à quelqu'un de la maison qu'à un criminel de rue. » La mâchoire de Maddox se crispa. La première fissure dans l'armure. « Je ne peux pas commenter les souvenirs de la jeune fille. Vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas. » Le regard de Maddox se fit froid. « J'ai signé des accords de confidentialité. On m'a demandé de ne pas parler des affaires internes de la famille ou des mouvements des employés pendant l'enquête. » Jake se leva, les mains sur la table. « Vous me dites qu'une enfant a été enlevée et vous vous inquiétez pour des contrats ?» Maddox ne bougea pas. « Mon travail consiste à protéger la famille. Cela inclut leur vie privée. » Jake secoua la tête.
sentant la chaleur lui monter à la nuque. Si vous les protégiez vraiment, elles n'auraient jamais disparu. Il sortit en trombe, le cœur battant à tout rompre. Derrière lui, Maddox ne le suivit pas. Il ne dit pas un mot. Mais Jake le vit à la façon dont les mains de l'homme se crispaient sous la table. Il savait quelque chose, et il était terrifié à l'idée que quelqu'un le découvre. Emily était assise à la table, ses petites mains bougeant avec une précision surprenante, tandis qu'elle faisait glisser un crayon sur le papier. Les bords étaient flous, mais les traits étaient assurés, délibérés. Jake l'observait de l'autre côté de la pièce, le cœur battant de plus en plus fort à chaque trait qu'elle traçait. Ce n'était pas un pièce par pièce, couloir par couloir. Et maintenant, alors qu'elle approchait du bord de la page, sa voix était douce, monotone. Il y avait des caméras ici et ici. Jake s'approcha et s'accroupit à côté d'elle. Elle désigna un long couloir juste à côté de ce qui semblait être sa chambre. Elle se trouvait à l'intérieur de petites boules blanches fixées au plafond. Une dans le couloir, une au-dessus des escaliers, une cachée dans le vase à fleurs du salon. Jake serra les mâchoires. « Tu es sûr ?» Emily acquiesça. « J'ai vu les lumières rouges la nuit, mais papa m'a dit que c'était juste des détecteurs de fumée. » Il regarda à nouveau le plan, retraçant l'itinéraire qu'elle avait décrit lorsqu'elle s'était échappée. La porte arrière par laquelle elle s'était faufilée, la fenêtre qu'elle utilisait pour regarder la lune. « Quelqu'un t'a-t-il déjà parlé des caméras ? Quelqu'un d'autre ? » « Non, » répondit-elle. « Mais parfois, l'homme à la cravate me regardait comme s'il savait quand j'avais été méchante, comme s'il l'avait déjà vu. » Jake déglutit péniblement, sentant les murs de son esprit se refermer sur lui. Une surveillance cachée dans la chambre d'une enfant. Un homme qu'elle ne connaissait pas qui l'observait pendant la nuit. Une maison équipée pour le contrôle. Ce n'était pas seulement de la paranoïa, c'était une structure, un système, une intention. Il prit une photo du dessin avec son téléphone, les doigts tremblants. « Emily, tu as bien fait, » dit-il. « Vraiment bien. » Elle le regarda avec de grands yeux. « Est-ce qu'ils vont être en colère ? Je m'en souviens. » Jake esquissa un sourire, même si son estomac se nouait. « Ils vont avoir peur, et ils ont raison. » Jake s'assit devant l'ordinateur dans le bureau du personnel du refuge, l'écran projetant une lueur pâle sur son visage dans la pièce sombre. Carla lui avait donné 10 minutes, peut-être 15, pendant qu'elle allait voir Lily et Emily. Il était censé chercher une aide juridique, peut-être des options de logement. Au lieu de cela, il fouillait dans le passé de Charles Astor comme un homme à la recherche d'un fil conducteur dans un incendie de forêt. Au début, c'était ce à quoi il s'attendait. Des gros titres irréprochables, des galas de charité, des photos souriantes avec des politiciens. L'image publique était irréprochable. Père en deuil, milliardaire autodidacte, philanthrope discret. Mais Jake avait appris quelque chose au cours de la semaine précédente. La vérité ne se trouve jamais dans les gros titres. Elle se cache dans les marges. Il trouva un article de blog datant de 3 ans, enfoui au fond d'un forum oublié, écrit par une ancienne nounou. Pas de nom, pas de preuves, juste une histoire sur les équipes de sécurité qui ne permettaient pas au personnel de parler directement à Emily, sur les caméras dans chaque couloir et sur le sentiment que quelqu'un surveillait en permanence. L'article se terminait brusquement, en plein milieu d'une phrase. Jake continua à chercher. Le nom d'un lanceur d'alerte est apparu dans une ancienne affaire civile, classée confidentielle. Le tribunal avait statué en faveur d'Astor, bien sûr, mais les mots-clés du résumé juridique ont déclenché une sonnette d'alarme. Atteinte à la vie privée, surveillance interne, manipulation psychologique. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de garde ou d'un enlèvement. Quelque chose de plus sombre se cachait derrière tout cela. Il a cliqué sur des interviews archivées et s'est arrêté sur une vidéo d'Astor donnant une conférence de type TED sur les systèmes de données humaines. À l'entendre parler, il ne s'agissait pas d'aider les gens. Il s'agissait de contrôle, de suivi comportemental, d'influence à grande échelle. Cela semblait stérile, scientifique et profondément personnel. Jake se pencha en arrière, le cœur battant à tout rompre. Emily l'avait dit, il m'a regardé dormir. Et maintenant, Jake commençait à croire qu'il ne s'agissait pas seulement d'un homme. C'était tout un système construit autour de cette fille. Une forteresse, oui, mais aussi une prison, conçue pour la garder sous surveillance et la réduire au silence. Un coup à la porte le fit sursauter. Carla passa la tête. « Emily te demande. » Jake se leva, tous les muscles de son corps tendus, car désormais, il ne se contentait plus de soupçonner Charles Astor de ne pas être celui qu'il prétendait être. Il commençait à croire que cet homme ne savait même pas ce que signifiait être un père. Les portes du domaine Astor étaient ouvertes ce soir-là, non pas pour lui, mais pour les flashs des appareils photo et les valets,
pour les coupes de champagne et les smokings impeccables, pour les poignées de main qui coûtaient plus cher que ce que Jake avait sur son compte épargne. Les flashs crépitaient, la musique flottait depuis le jardin, et personne ne remarqua l'homme en uniforme d'entretien qui se glissa par le portail latéral. Le cœur de Jake battait à tout rompre dans ses oreilles tandis qu'il longeait la haie. Il avait mémorisé le plan que Emily avait dessiné, et celui-ci le guidait désormais comme une carte vers des vérités enfouies. Il n'en avait parlé à personne, ni à Carla, ni à Revas, ni même à Emily. S'il se trompait, tout cela se retournerait contre lui. Mais s'il avait raison, il se glissa par une porte latérale qui avait été laissée ouverte par un traiteur négligent. L'odeur à l'intérieur était exactement comme il l'avait imaginé, trop propre, comme si l'argent avait stérilisé chaque surface. Ses bottes étaient silencieuses sur le sol en marbre. Il se faufila dans un couloir, évitant un serveur et se glissant dans l'aile la plus sombre de la maison. Le dessin d'Emily montrait le couloir menant à son ancienne chambre et la pièce en face marquée d'un X rouge tremblant. « Il venait de là », avait-elle dit. Jake entra dans cette pièce. Elle ressemblait à un bureau, mais l'atmosphère n'était pas la bonne, trop froide. Il alluma une petite lampe et scruta les murs. Propre, trop propre. Mais il finit par le voir derrière le tableau. Un panneau, il appuya dessus. Il cliqua. À l'intérieur du compartiment se trouvait un écran encore sous tension, une interface de sécurité et en dessous, une rangée de petits disques durs étiquetés, avec des dates gravées d'une écriture soignée. Toutes les dates correspondaient aux nuits dont Emily avait parlé pendant la thérapie. Jake en retira un de la fente, le cœur battant à tout rompre. Il ne savait pas ce qu'il contenait. Il n'avait pas besoin de le savoir. Le simple fait qu'il existait suffisait. Des voix s'élevèrent dans le couloir. Il éteignit la lumière et se glissa par l'arrière. Le gala battait toujours son plein, les astères serraient la main des sénateurs, et Jake venait de voler leur secret. Jake sut que quelque chose n'allait pas dès qu'il franchit la porte du refuge. Le hall était trop calme, pas de bourdonnement habituel de voix, pas de Carla derrière le bureau, juste une étrange quiétude qui lui noua l'estomac. Il scruta la pièce, le cœur déjà battant à tout rompre. Aucun signe de Lily, aucun signe d'Emily, aucun signe de qui que ce soit. Puis Carla arriva en courant, le visage pâle, les yeux écarquillés, presque paniqués. « Où est-elle » demanda immédiatement Jake, la bousculant pour passer. « Jake, attends, où est Lily ?» « Elle est partie. » Ces mots le frappèrent comme un accident de voiture. Il s'arrêta net, incapable de respirer. Comment ça, partie ? Carla lui attrapa le bras. Elle était dans la salle de jeu avec l'un des nouveaux bénévoles. « Je suis sorti 2 minutes. Quand je suis revenu les mains vides, Jake secoua la tête, essayant de comprendre. « Non, elle ne partirait pas comme ça. Pas sans me le dire. Je sais, » dit Carla. « C'est pour ça que j'ai déjà appelé la police. Mais il y a autre chose. » Elle lui tendit une enveloppe. Pas de nom, pas de marque, juste un papier couleur crème plié en 2. Jake l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une note dactylographiée. Pas de signature. « Rendez ce que vous avez pris ou nous prendrons ce qui compte le plus pour vous. » Sa vision s'est brouillée, la rage envahissant chaque partie de son corps. « Ils l'ont, » a-t-il dit, d'une voix à peine plus qu'un murmure. « Ils ont pris ma fille. » Carla s'est couvert la bouche. Jake a tourné lentement sur lui-même, le refuge tournoyant autour de lui. Il sentait les murs se refermer sur lui, le bruit de la rue à l'extérieur étouffé par le rugissement dans ses oreilles. Celui qui avait enlevé Emily n'en avait pas fini. Il observait. Et maintenant, il s'en prenait à la seule chose sans laquelle Jake ne pouvait vivre. Lily. Elle avait 6 ans, elle était douce et parlait d'une voix douce. Elle demandait encore si la lune la suivait la nuit. Elle était tout l'univers de Jake et maintenant, elle avait disparu. Jake écrasa la note dans son poing. Ce n'était pas un avertissement, c'était la guerre. La route n'était qu'un chemin de terre et d'asphalte brisé. Le genre d'endroit que l'on ne trouve que si l'on cherche quelque chose que personne ne veut que l'on voie. Les mains de Jake agrippaient le volant si fort que ses jointures étaient blanches, les yeux rivés sur le signal GPS qui clignotait faiblement sur le téléphone jetable que Carla lui avait glissé. Pas d'adresse, juste des coordonnées et un demanda Jake à voix basse, les yeux rivés sur elle. Emily acquiesça d'un signe de tête. « C'est ici qu'ils m'ont emmené avant la maison. Je me souviens de l'odeur. » Jake ne demanda pas quelle odeur. Il ne voulait pas savoir. L'entrepôt se dressait devant eux, rouillé et silencieux, entouré d'herbes folles et de clôtures brisées. Pas de lumière, pas de garde, juste des ombres. Il coupa le moteur à 100 de mètres et sortit dans le froid. Emily le suivit, silencieuse comme un fantôme.
Chaque pas faisait crisser le gravier sous leurs pieds, et le souffle de Jake embuait l'air alors qu'il s'approchait de l'entrée latérale. Un cadenas pendait de la porte déjà cassée. « Quelqu'un est déjà venu ici », murmura-t-il. Emily resta près de lui alors qu'il se glissait à l'intérieur. L'entrepôt était immense, vide et silencieux. Le clair de lune se déversait à travers les fenêtres brisées, projetant des formes pâles sur le sol. Dans le coin le plus éloigné, une seule ampoule brillait. Un générateur ronronnait à proximité. Jake leva la lampe torche qu'il tenait à la main, balayant le faisceau sur les caisses, les étagères, les bâches en plastique. Puis il la vit. Une petite chaussure, rose, avec des bancs de velcro, des lacets. Jake retint son souffle. Elle était là. Au fond de l'obscurité, une voix résonna, plate, mécanique, déformée par un haut-parleur. « Tu as amené la fille. Bien, finissons-en. » Jake saisit la main d'Emily. Plus besoin de fuir, plus besoin de se cacher. Il allait récupérer sa fille, quoi qu'il en coûte. La voix qui les accueillit depuis l'ombre n'était pas celle d'Aers. Elle n'avait pas l'arrogance acérée, ni le calme calculé auquel Jake s'attendait de la part du milliardaire. Cette voix était plus froide, plus suave, comme un serpent enveloppé de soie. Jake resta figé au milieu de l'entrepôt, Lily blottie contre sa poitrine, ses petits bras serrés autour de son cou. Elle était en sécurité, secouée mais vivante. Il l'avait trouvée enfermée seule dans une pièce à l'arrière, une seule caméra la surveillant comme une proie. Emily se tenait juste derrière lui, la main agrippée au tissu de sa veste. Dans l'obscurité, un homme s'avança. La lumière du plafond éclaira son visage. Ce n'était pas Charles. Victor Astor, le frère cadet, celui qui restait toujours en retrait. Calme, consciencieux, soigné. Le directeur financier, l'homme derrière le rideau de l'empire de Charles. Jake l'avait vu une fois lors d'une conférence de presse, debout derrière son frère, raide comme un piquet, comme s'il n'existait presque pas. À présent, il semblait vivant, presque excité. « Je ne pensais pas que vous alliez vraiment venir », dit Victor en lissant les manches de son manteau. « Mais je suppose que le désespoir est un puissant moteur. » Jake recula, protégeant les filles de son corps. « C'est toi qui es derrière tout ça. » Victor pencha la tête. « Bien sûr que oui. Tu crois vraiment qu'un géant de la technologie comme Charles Astor pourrait être démantelé de l'extérieur ? Non, cela devait venir de quelqu'un de proche. Quelqu'un qui connaissait les angles morts, les boucles des caméras, les gardes qui pouvaient être achetés. » Jake eut un haut le cœur. C'est Agnès. Le sourire de Victor s'évanouit. Elle est un handicap. Charles ne m'aurait jamais rien donné. Pas tant qu'elle était dans le tableau. Elle est le joyau de la couronne, l'avenir de l'entreprise. Et après ce que j'ai orchestré, le conseil d'administration n'aurait eu d'autre choix que de me confier les rênes. Emily tressaillit et se rapprocha de Jake. « Tu as mis en scène son enlèvement, » dit Jake. « Puis tu as prévu de la retrouver quand la voie serait libre, pour te poser en héros. » Les yeux de Victor brillaient. Ça aurait marché si elle ne s'était pas enfuie. Si tu n'avais pas fourré ton nez là où tu n'avais rien à faire. Jake serra Lily plus fort contre lui. Victor fit un pas en avant. Et Jake comprit quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement de cupidité. C'était une obsession de contrôle. Victor ne voulait pas seulement l'Empire. Il voulait éliminer tout ce qui se dressait sur son chemin, même sa famille. Jake s'enfuit. Lily s'accrocha à sa poitrine, les bras autour de son cou, le visage enfoui dans son épaule. Son petit cœur battait contre le sien, à un rythme effréné qui le poussait à courir plus vite à travers le labyrinthe sombre de caisses et d'échafaudages. Derrière eux, la voix de Victor résonnait dans l'entrepôt, non plus calme, mais hurlante, déchaînée. « N'aggrave pas les choses, Jake, tu ne sais pas ce que tu fais. » Mais Jake savait. Il savait que Victor avait orchestré tout cela, utilisé sa propre nièce comme monnaie d'échange dans un jeu d'entreprise malsain, et qu'il allait maintenant enterrer la vérité si Jake ne s'en sortait pas vivant. Emily suivait le rythme à ses côtés, pieds nus, silencieuse, concentrée. Elle ne pleurait pas, elle ne paniquait pas. Elle avançait simplement, serrant la clé USB contenant les images de surveillance comme si c'était une bouée de sauvetage. Elle avait mémorisé chaque couloir, chaque angle mort, chaque pièce fermée à clé. « Il a une voiture derrière », murmura-t-elle. « Il a toujours prévu une issue. » Jake acquiesça. Ses jambes le brûlaient, ses poumons hurlèrent, mais il ne s'arrêta pas. Pas avec Lily dans ses bras, pas avec la preuve entre les mains d'Emily, et pas tant que Victor était encore derrière eux. Ils atteignirent la porte de service juste au moment où des phares balayaient le mur du fond, le SUV de Victor, le moteur déjà en marche, un chauffeur attitré attendant. Jake ouvrit la porte d'un coup de pied et trébucha sur le gravier. La nuit froide le gifla au visage. Il vit la silhouette au volant chercher quelque chose. Une arme.
Pas le temps de réfléchir. Jake se cacha derrière une benne à ordures rouillée et fit glisser Lily au sol, la protégeant de son corps. Restez baissé. Ne bougez pas. Il regarda Emily. Vous pouvez courir? Elle acquiesça, féroce, plus courageuse que la plupart des hommes adultes. Jake fouilla dans sa veste et sortit le téléphone jetable. 2 pressions, un bouton. Le lien de téléchargement en direct envoya les images directement vers une boîte sécurisée que Revas lui avait donnée en secret, au cas où. C'était fait. Derrière lui, des pneus crissèrent. Le SUV rugit en démarrant. Victor était en train de courir. Jake sprinta vers l'avant, sans plan, juste avec rage. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement de révéler la vérité, il s'agissait d'en finir avec tout ça. Avant que Victor ne disparaisse à nouveau, avant qu'il n'enlève un autre enfant, avant que le système n'engloutisse tout, le flux en direct commença par des parasites, juste un scintillement de bruit blanc et un bourdonnement aigu, à peine perceptible au début. Puis, l'écran devint noir. Sur toutes les chaînes d'information, les réseaux sociaux et toutes les tablettes du siège d'Aztec, une vidéo s'est mise à clignoter. Une image fixe est apparue, le blason de la famille Aster. Puis une voix, calme, féminine, robotique. Les images suivantes ont été prises à partir d'un système de surveillance privée à l'intérieur du domaine Aster. Cette diffusion n'est pas autorisée. Ne réglez pas votre écran. Jake se tenait dans le couloir de l'abri, le souffle coupé, Lily accrochée à sa jambe, Emily à ses côtés, lui tenant fermement la main. Carla coupa le son du téléphone qu'elle tenait dans sa main et fixa la petite télévision de la salle de pause de l'abri, où l'image avait pris le contrôle de la diffusion des informations locales. Puis cela commença. Une vidéo granuleuse avec horodatage fut diffusée à l'écran, un couloir, la porte d'une chambre d'enfant. Victor Aster se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette se découpant dans la lumière. Il ne savait pas que la caméra était braquée sur lui. Il se pencha dans la pièce, parlant d'une voix trop basse pour être entendu. Puis il recula et regarda directement dans l'objectif. Pas un simple regard, mais un regard qui semblait dire qu'il savait. La vidéo passa à un autre angle. Victor remettait un sac, pas de charge, pas de menace de détention, plus d'agents surveillant chacun de ses mouvements. Carla descendit les marches avec un sourire. « Vous êtes un homme libre, monsieur Mercer. » Jake sourit, secouant la tête. Ça fait bizarre d'entendre ça à voix haute. Elle lui tendit un dossier. Les services sociaux veulent vous parler d'autre chose, cependant. Ils ont vu les images. Comment vous vous êtes occupé d'Emily, comment elle vous a fait confiance. Ils sont impressionnés. Une association à but non lucratif recherche des défenseurs de la communauté, des personnes qui ont vécu cela. Ils veulent vous proposer un emploi. Jake cligna des yeux. Moi, travailler pour le système, peut-être aider à le réparer? Elle répondit. Une histoire à la fois. Il rit, doucement, incrédule. Je vais y réfléchir. De l'autre côté du parking, Lily arriva en courant, les bras tendus, les cheveux flottant au vent. Jake s'agenouilla juste à temps pour la rattraper. Elle poussa un cri de joie, le visage enfoui dans son cou. Puis Emily s'approcha, silencieuse comme toujours, mais avec quelque chose de différent dans les yeux. La paix, la sécurité. Elle tenait dans ses bras un petit chien en peluche, celui que Lily lui avait donné au refuge. Son assistante sociale attendait près de la voiture derrière elle. Emily allait retourner dans la famille de sa mère, chez une tante dans l'Oregon. Quelqu'un de confiance. C'était bien, c'était sûr. Pourtant, Jake avait mal au cœur. Emily s'arrêta devant lui et Lily. « Tu dois rester ici ?» demanda-t-elle à Lily. Lily secoua la tête. « Nous pouvons appeler. Papa a dit, vous pouvez venir nous rendre visite. » Les yeux d'Emily se posèrent sur Jake. « Papa. » Jake se figea, puis elle s'avança et le serra fort dans ses bras, pleine de tous les mots qu'elle ne savait toujours pas comment dire. « Au revoir, papa » murmura-t-elle. Jake ferma les yeux, ravalant la boule qu'il avait dans la gorge, tandis qu'il serrait les 2 filles contre lui. Les nouveaux départs n'étaient pas toujours faciles, mais celui-ci semblait réel.